Au Mozambique, les djihadistes veulent instaurer la loi islamique dans le nord. Ils l'ont martelé dans un communiqué. La police a du mal à riposter à leurs attaques depuis plusieurs mois. Au Mali, le second tour des législatives est prévu pour le 19 avril prochain. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, s'oppose à tout report du scrutin. Il a fait une adresse à la télévision nationale. Et puis, Boris Johnson remercie le personnel de l'hôpital qui l'a soigné. Il avait été admis en soins intensifs après avoir été contaminé au nouveau coronavirus. Il observera quelques jours de repos avant la reprise du travail. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Plus d'ambiguïté sur l'objectif des djihadistes qui sèment la terreur au Mozambique. Ces hommes qui ont mené une série d'attaques dans le nord du pays disent vouloir instaurer la loi islamique. La police semble impuissante face à ces différentes attaques. Drapeau noir recouvert d'inscriptions en arabe au vent. Ils ont brièvement occupé les chefs-lieux de 3 districts de la province septentrionale du Cabo Delgado. À chaque fois, les forces de sécurité mozambicaines ont été incapables de riposter malgré l'entrée en scène d'entreprises de sécurité privées. Pendant quelques heures, les villes de Mocimboa, d'Apraia, Kisanga et Midoumbé sont ainsi tombées aux mains de dizaines d'hommes armés qui ont détruit postes de police, bâtiments publics et infrastructures avant d'en diffuser les images sur les réseaux sociaux. Ils ont détruit l'hôpital et volé les médicaments, brûlé la station-service, attaqué la banque et pillé les distributeurs de billets, a rapporté cette semaine, sous couvert de l'anonymat, un policier. Puis, ils ont hissé leur drapeau sur l'hôpital et sont partis attaquer les villages voisins. Des sources locales ont fait état de victimes parmi les populations, sans qu'il soit toutefois possible de le vérifier de sources indépendantes. La police et l'armée ont, comme d'habitude, refusé de confirmer ou d'évoquer ces opérations. Pour la première fois depuis leur apparition en octobre 2017 dans cette région à majorité musulmane, ceux que la population désigne sous le nom d'Al-Shabaab ont expliqué leur objectif. Nous voulons que tout le monde ici applique la loi islamique, a lancé un de leurs porte-parole, un treillis armé, devant la population de Mocimboa d'Apraia dans une vidéo. Nous ne voulons pas un gouvernement de mécréants, nous voulons le gouvernement de Dieu. Le Tchad risque de ne plus envoyer des forces dans les opérations extérieures. C'est la menace lancée jeudi dernier par le président Idriss Déby Itno. Mais dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères tchadien a indiqué que le retrait des soldats concernera seulement l'engagement militaire individuel des Tchadiens et uniquement la zone du bassin du lac Tchad. Les détails. Le Tchad est toujours membre à part entière de la force multinationale mixte pour lutter contre Boko Haram, du G5 Sahel et de la MINUSMA au Mali. Le retrait des soldats concernera seulement l'engagement militaire individuel des Tchadiens et uniquement la zone du bassin du lac Tchad. Pas de retrait donc, ni de la force multinationale mixte, ni du G5 Sahel, ni de la MINUSMA, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères tchadien. Une mise au point diplomatique qui intervient ce dimanche, 4 jours après la déclaration télévisée d'Idriss Déby, où le président assurait qu'aucun soldat ne participerait plus à une opération militaire en dehors du Tchad. Par le passé, le président Idriss Déby Itno a menacé de retirer l'armée tchadienne des opérations sous-régionales sans toutefois passer à l'acte. Mais ce qui s'est passé sur les rives du lac Tchad est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, déclare Jean-Bernard Padaré, ancien secrétaire général de la présidence tchadienne et porte-parole du parti au pouvoir. On aurait souhaité avoir le concours des pays concernés, notamment le Niger et le Nigeria, mais nous avons constaté malheureusement qu'ils n'ont pas bougé, dit-il. Pour rappel, le 23 mars dernier, une attaque de Boko Haram sur la presqu'île de Bohoma, au Tchad, a coûté la vie à une centaine de militaires tchadiens, la plus lourde perte de l'armée en une journée. Dans son message télévisé, le président Déby parle de ses partenaires dans la région du lac, mais également au Sahel. Si le retrait des troupes intégrées à la MINUSMA a très vite été écarté, l'exécutif tchadien souffle le chaud et le froid sur sa participation à la force du G5 Sahel.
Pas de report du second tour des législatives au Mali. Le scrutin est maintenu pour le 19 avril prochain, envers et contre tous. C'est dans une adresse à la nation en fin de semaine écoulée que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé le maintien du scrutin pour dimanche prochain. Dans une semaine, plus précisément le dimanche 19 avril prochain, les Maliens seront de nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. C'est dans son adresse à la nation vendredi soir que le président malien annonçait le maintien du second tour des législatives. La décision n'est pas le fait du gouvernement, mais du dialogue national inclusif, justifiait Ibrahim Boubacar Keïta. Le second tour sera donc organisé dans les mêmes conditions que le premier, alors que le pays est toujours touché par le Covid-19 et que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Selon le ministère de la Santé, le Mali comptait 116 cas positifs et 9 personnes sont décédées. Pour le premier tour, organisé le 29 mars dernier, le gouvernement avait laissé les consignes sanitaires pas toujours respectées selon les observateurs. Un premier tour qui a faiblement mobilisé les populations. Seuls 37% des électeurs sont allés voter. Un taux de participation bas dans la capitale, autour de 10%, contraste avec les taux très élevés dépassant les 80% dans certaines régions du nord du Mali. Vital Kamerhe reste en prison. La demande de remise en liberté provisoire formulée par le directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo a été rejetée par le juge. Le principal allié politique de Félix Tshisekedi est poursuivi pour détournement de fonds. Vital Kamerhe est accusé par la justice d'avoir détourné des fonds de l'État en passant par le mécanisme d'attribution des marchés de gré à gré à des entreprises fictives. Une ordonnance d'un tribunal de Kinshasa ajoute qu'il existe des indices sérieux de culpabilité dans les faits à lui reprocher. L'ordonnance cite l'exemple d'une entreprise qui a reçu 47 millions de dollars, somme qui a disparu du circuit bancaire sans être affectée à la construction de 3000 maisons préfabriquées. En réponse à sa demande de remise en liberté provisoire, un tribunal de Kinshasa Matete ordonne donc sa mise en détention préventive pour 15 jours à la prison de la capitale. Kamerhe, âgé de 61 ans, qui lit ces accusations, est une figure centrale de la vie politique congolaise. Il avait été conduit à la prison centrale dès mercredi après 6 heures d'audition par le parquet. Il était entendu dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption, supposée marquer le renouveau de la justice dans la lutte contre l'impunité des élites. Nommé directeur de cabinet au lendemain de l'investiture du président Félix Tshisekedi, le 24 janvier 2019, il devait s'expliquer en sa qualité d'ordonnateur des dépenses publiques pour le financement des grands travaux lancés par le nouveau chef d'État après son arrivée au pouvoir. Ces travaux sont principalement ces fameux sauts de mouton, les ponts routiers et des logements sociaux. L'ordonnance cite aussi une autre entreprise qui a reçu 10 millions de dollars pour la fourniture de médicaments, alors que cette dernière n'est pas du domaine pharmaceutique et tient juste une quincaillerie. Parfois qualifié de président bis, Vital Kamerhe s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Son parti Union pour la nation congolaise compte plusieurs ministres au sein du gouvernement de 67 membres. Et on reste toujours en RDC où le pays est touché par l'épidémie du Covid-19. En dehors des autres mesures prises pour ralentir la propagation de la pandémie, les autorités ont entrepris de désinfecter la ville de Kinshasa. Voici donc les images. Les pompiers désinfectent les lieux publics du centre-ville de Kinshasa, une ville de la République démocratique du Congo en confinement. Pendant 10 jours, les sapeurs-pompiers et le ministère de la Santé vont désinfecter plus de 2900 hectares pour faire face au Covid-19. Oui, nous sommes en train de désinfecter, de décontaminer. Nous sommes les services de l'hygiène à la santé. Bon, à ce moment, nous sommes dans une opération de décontamination de la ville de Kinshasa pendant une période de confinement de la commune de Gombe. L'impact, c'est pour décontaminer, des sécrétions, des saletés, là où il y a des gens qui touchent. Ça peut être des gens qui sont déjà contaminés, qui peuvent contaminer les endroits, les bâtiments, les entrées des bâtiments. Ils peuvent cracher par-ci, par-là. C'est pour cela que nous faisons ça pour essayer de minimiser l'impact de Covid-19. Cette solution que vous voyez là, c'est une solution chlorée, dosée à 0,5%.
C'est dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé mercredi dernier une série de mesures visant à ralentir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Parmi ces mesures, on compte l'interdiction des vols en provenance des pays à risque et le renforcement de contrôle et d'identification pour tout voyageur, y compris les vols domestiques. Boris Johnson remercie le personnel de l'hôpital Saint-Thomas de Londres. Le Premier ministre britannique a passé une semaine dans ce centre, dont 3 jours en soins intensifs. Il était traité contre le nouveau coronavirus. Boris Johnson est sorti d'affaire. Hospitalisé pendant une semaine pour cause de coronavirus, le Premier ministre britannique a quitté l'hôpital Saint-Thomas de Londres ce dimanche. Je ne remercierai jamais assez le personnel du service public de santé britannique, a insisté Boris Johnson dans sa première déclaration officielle depuis qu'il a été hospitalisé en soins intensifs lundi. Je leur dois la vie, a-t-il ajouté. Il a assuré que tout aurait pu basculer pour lui dans sa bataille contre le nouveau coronavirus qui a tué désormais plus de 10 000 personnes au Royaume-Uni. L'hospitalisation dimanche dernier du dirigeant de 55 ans, testé positif le 27 mars, puis ses 3 jours en soins intensifs, avait provoqué un électrochoc dans le pays, désormais l'un des plus touchés en Europe par le nouveau coronavirus. Les remerciements du Premier ministre interviennent alors que le mécontentement gronde au sein du personnel soignant qui dénonce notamment le manque cruel d'équipements de protection. Après avoir rejoint la résidence gouvernementale de Chequers au nord-ouest de Londres pour poursuivre sa convalescence, Boris Johnson est apparu dans une vidéo les yeux fatigués en costume cravate. Boris Johnson reste à ce jour le seul chef de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé par le virus. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.